un ordre historique dans la façon de les présenter. Donc, voilà. Alors, je vais commencer. J'ai mis en lumière, donc, en fait, on parle d'approches, mais en fait, c'est des paradigmes et des approches parce que pour tous ceux qui ont fait de l'épistémologie, vous allez voir que le positivisme, le relativisme, le post-positivisme, puis les approches critiques, les points de vue, les perspectives critiques, ce sont des épistémologies dans pas mal toutes les sciences sociales, mais elles ont leur importance en éducation comparée et c'est pour ça que j'ai mis donc en bleu les paradigmes et en rouge les approches. Dans le cas où, vous allez voir, je les mets souvent ensemble parce que certains paradigmes ont mené plus facilement à certaines approches. Donc, allons-y. Et je ne les ai pas toutes mises, hein, parce qu'on n'a pas le temps de parler de toutes. Il manque notamment les approches postmodernes en éducation comparée. Je pense que c'est Poster, qui est un des grands chercheurs dans le domaine et vous pourrez toujours aller voir le postmodernisme en éducation comparée. Je vous avoue bien humblement que je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas l'approche que je maîtrise le mieux, disons. J'ai encore du mal à comprendre ce qu'est le postmodernisme. Et on pourra avoir un débat là-dessus. Il manque aussi les approches socio-historiques. Que j'ai pas mises. Mais j'ai mis plusieurs approches importantes et j'espère avoir le temps de passer à travers toutes ces approches. Donc, tout d'abord, le courant historiciste constitue les racines de l'éducation comparée. On a parlé tantôt, hein, Martial a parlé de Marc-Antoine Julien. On ne sait pas trop est-ce que c'était le grand-père du positivisme ou encore est-ce que c'était une approche plus historique. En tout cas, une chose est claire, c'est que Michael Sadler est vraiment le fondateur de ce courant-là. C'est un Britannique qui se rend en Inde et qui se rend compte qu'on ne peut pas transférer un système éducatif d'un pays à un autre. Et qu'il n'y a pas vraiment de modèle universel et qu'il faut plutôt tenter de comprendre l'éducation comme le produit d'une histoire, d'une culture, d'une société particulière. Mais ça n'empêche pas que cette approche-là a un caractère scientifique et systématique et qui réfléchit même à la causalité. Les comparatistes qui sont intéressés à cette approche-là vont vouloir se demander pourquoi, par exemple, est-ce qu'une province ou un État a décidé un jour d'exiger une formation avant de donner un permis d'enseignement. Donc, à partir de quel moment et pour quelle raison est-ce que dans une province ou dans un pays, on décide d'exiger que tous ceux qui vont enseigner aient un brevet? Donc, je prends le terme du Québec. Ou encore, pourquoi est-ce qu'un pays ou un État s'est doté d'une institution éducative d'un type X? Par exemple, en enseignement supérieur, pourquoi est-ce que Napoléon, en 1806, décide de créer ce qui deviendra plus tard des grandes écoles? Pourquoi? C'est quand même quelque chose qui est très relatif à l'idiosyncrasie du contexte européen, mais c'est de comprendre les racines historiques qui expliquent, dans le fond, le système éducatif. Le système éducatif est entremêlé et enchevêtré dans un développement historique, culturel particulier. Donc, j'ai mis plein d'auteurs qui sont de cette approche. Et je considère que Letton Coy fait partie des historicistes, mais certains disent que, bon, enfin, il y a plein de la perspective critique. D'autres l'ont déjà associé au positivisme. Enfin bref, c'est un peu comme des groupes de musique, vous essayez de dire de quel genre ils sont, puis il y a des débats sur, hein, mais c'est ça. Alors, moi, je le mets là. Donc, les objectifs, donc cette approche, rassembler de l'information sur l'enseignement dans différents pays, expliquer les causes des phénomènes et leur évolution, donc il y a vraiment une notion de causalité, identifier des facteurs qui peuvent expliquer les formes d'organisation. Il y a des théories qui sont plus propices, théorie culturelle, matérialisme historique, historiographie, évolution socioculturelle, institutionnalisme, dans certains cas, le fonctionnalisme peut s'inscrire dans ce genre d'approche. Et les méthodes, bien évidemment, les analyses documentaires, les analyses de discours, donc étudier comment, à travers le temps, un concept a été compris par des grands leaders ou par des présidents d'université ou peu importe. Une des méthodes clés, évidemment, et c'est ce qui ramène à la tradition de Marc-Antoine Julien, c'est qu'on collige des statistiques dans différents pays, les mêmes statistiques, et c'est ce que fait le Bureau international d'éducation de l'UNESCO, d'ailleurs. Et on les juxtapose, une à côté de l'autre.
C'est exactement la théorie, la première théorie, la première approche en éducation comparée. D'ailleurs, c'est grâce à cette approche historiciste que l'UNESCO a développé sa classification internationale des types d'éducation qui permet de comparer des niveaux scolaires des pays avec une visée purement descriptive à ce niveau-là. C'est pas l'objectif de faire un classement. On peut utiliser parce que là, on vient de parler de statistiques, les gens, bon, on dit PISA, puis tous les côtés négatifs, mais il faut comprendre que les statistiques peuvent avoir une portée descriptive qui est on essaie de comprendre, est-ce qu'il y a combien d'enfants à l'école, combien d'enfants d'une cohorte vont vraiment à l'école. On peut se demander qu'est-ce qu'ils apprennent, on peut se demander il y a combien d'enseignants, on peut se demander, il y a plein de statistiques qui sont utiles, qui ne sont pas nécessairement dans le but de classer. Évidemment, les unités de comparaison, c'est les systèmes éducatifs nationaux, mais ça va jusqu'aux civilisations. Si j'ai un livre à vous recommander, ou les livres, c'est ceux que Lethan Koy a écrit en 1995 et 2001, les deux tomes sur éducation et civilisation, et lui, c'est son unité de comparaison, c'est les civilisations. Et c'est des analyses macro-systémiques qui sont extraordinaires, mais moi, je les associe en tout cas à cette approche historiciste qui vise à étudier le développement des systèmes éducatifs. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des chercheurs comme Baraday, Noah Eckstein, Hussein, qui veulent faire de l'éducation comparée une science et qui croient même que l'éducation comparée, elle est en fait nécessaire, que les sciences de l'éducation ne peuvent pas vraiment devenir une science s'il n'y a pas d'éducation comparée. C'est parce que si vous voulez savoir si des classes avec moins d'élèves permettent d'atteindre des meilleurs résultats scolaires chez les élèves, ben, il va falloir que vous fassiez une corrélation ou une régression dans plusieurs villes, dans plusieurs provinces, dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde. Et si finalement, vous avez la même loi qui est universelle, ben, qui semble s'appliquer dans tous ces contextes, vous allez pouvoir formuler une loi générale et peut-être même une loi universelle. Donc, la comparaison devient la pierre angulaire de la science. On ne peut faire une science de l'éducation sans comparaison. Ça, c'est assez audacieux, mais c'est intéressant. Je regroupe positivisme et théorie de la modernisation parce que, approche de la modernisation, parce que cette idée de dire que si on trouve quelque chose qui fonctionne dans tous les contextes, ça devient des données probantes qui nous permettent de mettre en place des politiques qui font avancer les sociétés. Vous n'avez qu'à lire des rapports de l'OCDE ou de la Banque mondiale pour vous rendre compte qu'il y a une interaction assez forte entre positivisme et approche de la modernisation en éducation comparée. Théories du capital humain sont évidemment des théories très utilisées dans ce contexte-là, tout comme le fonctionnalisme et le structuralisme. L'objectif, dans le fond, c'est de formuler des lois générales, objectives et scientifiques qui concernent le fonctionnement et l'évolution des systèmes éducatifs dans le plus de contextes possible. La méthode, souvent, donc, on formule des hypothèses, on fait de l'expérimentation ou de la comparaison qui tient lieu d'expérimentation et on fait une analyse quantitative où on contrôle les résultats. Mais positivisme ne veut pas dire il n'y a pas une adéquation parfaite entre positivisme et méthode quantitative. Je vous mets par exemple l'exemple de Baraday. Baraday, lui, a développé une approche qualitative positiviste. Lui, ce qu'il disait, c'est aller dans un pays, observer un phénomène, analyser-le, eu égard au... excusez-moi, c'est parce que j'ai commencé à admettre des gens, parce qu'il y a des gens dans la salle d'attente en même temps que je parlais, puis je pense que je vais laisser Émile s'occuper de ça. Donc, aller dans un pays, observer un phénomène, analyser-le eu égard au contexte. Donc, il y a l'idée de prendre en compte le contexte. Ensuite, aller dans un autre pays, analyser le même problème dans un autre contexte. Faites ça dans 5, 6, 8, 10 pays. Juxtaposer les cas, comme dans l'approche historiciste, mais après, contrairement à eux, essayez de formuler de façon inductive une loi générale. Après avoir étudié plein de contextes de façon inductive et qualitative, formulez une loi générale. Et si vous êtes capable de faire ça avec différents problèmes, parce que lui, il dit, bon, prenez un problème à la fois, juxtaposer après ça, juxtaposer différents pays, juxtaposer différents problèmes, et au final, vous arriverez à, ce que personne n'a jamais réussi à faire, une analyse totale. Et donc, des lois universellement applicables, générées inductivement par la juxtaposition de cas différents. Donc, les unités de comparaison, les systèmes d'enseignement, mais aussi on peut isoler certaines composantes, le financement, l'évaluation. Je vous donne un exemple. L'idée de la... Là, je vous ai donné un exemple qualitatif, juste un exemple quantitatif.
En 2002, Baker, Gosling et Letendre veulent tester la loi de l'effet Heinemann-Loxley, le HL. L'effet Heinemann-Loxley dit que dans les pays en développement, les variables relatives à l'école expliquent une plus grande variance des résultats scolaires que les variables reliées au statut socio-économique de la famille. Dans le fond, dans les pays en voie de développement, les variables de l'école sont plus importantes que les variables de la famille, alors que dans les pays qu'on dirait développés ou industrialisés, les variables de la famille ont une plus grande importance que les variables de l'école. Alors, Baker, Gosling et Letendre ont décidé de mener une étude dans plusieurs pays et utiliser la base de données TIMSS des années 90, et ce qui finalement leur fait dire que la loi finalement ne tient pas et que dans tous les pays, il n'y avait pas vraiment de variance dans les pays qui ont étudié. Il n'y avait pas tellement de différence entre l'importance des variables de la famille et l'importance des variables de l'école, ce qui leur a fait dire que la scolarisation de masse réduit l'effet du Heinemann-Loxley. Voilà, peu importe le niveau de développement du pays. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une approche positiviste, quantitative de l'éducation comparée. Pour mes amis en enseignement supérieur, j'aimerais, parce que là, j'ai fait un saut, je viens de parler de Baraday, je voulais juste vous dire que Baraday a quand même, avant Trow, a été le premier à formuler une loi ou une théorie sur l'enseignement supérieur de masse. En étudiant les États-Unis, le Canada, le Japon et l'URSS, il a formulé la règle selon laquelle un enseignement supérieur de masse est nécessaire pour qu'un pays entre dans la modernité. Et il a aussi prédit qu'un accroissement de l'enseignement supérieur ferait tomber les dictatures. C'est ça le positivisme, c'est pas tout. Ça se confirme pas tout le temps. Après ça, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que souvent, ce qui est facile à mesurer, c'est pas ce qui nous intéresse. L'éducation, c'est une expérience humaine qui ne peut pas être réduite à des variables. Et la causalité, même si c'est une idée fascinante, elle n'est pas applicable au monde humain parce que le monde humain est indéterministe. Parce que causalité implique déterminisme. Ça veut dire qu'on serait déterminé à faire quelque chose dans des conditions particulières, alors que l'être humain est indéterminé. Donc, dans ces auteurs-là, il y a Maisman, Hayhoe, Mallet, Fox, il y en a plusieurs. L'objectif, c'est donc de comprendre le phénomène de l'éducation tel qu'il est vécu, compris, interprété dans un contexte particulier. Les individus interprètent et transforment l'éducation. Et selon cette approche, chaque être humain est unique, mais chaque être humain est aussi traversé par une origine culturelle, une langue, une classe sociale, une identité, une occupation, une famille. Et donc, l'être humain est le produit de ces interinfluences, mais aussi celui qui les interprète et celui qui est capable d'agir sur elles. Et donc, il faut s'intéresser à l'individu dans un contexte particulier. Donc, c'est des théories, souvent, on va utiliser, c'est relié à des théories anthropologiques, ethnographiques, ethnométhodologiques, narratives, phénoménologiques et interprétatives. Les méthodes, souvent, on va observer, on va regarder des artefacts qui nous permettent de comprendre des cultures. On va passer des entrevues, un journal de bord, l'analyse de discours, l'analyse de contenu, l'analyse par l'étude, la recherche par les arts est une façon de faire de l'éducation comparée dans une approche relativiste ou narrative. Les unités de comparaison, donc les individus, leur perception, leur histoire. Dans le fond, une étude qui voudrait examiner l'expérience vécue des réfugiés syriens dans 3 contextes éducatifs francophones, comme le Liban, la France et le Québec, permettrait d'appréhender comment les systèmes éducatifs et leur intégration à travers les yeux de ces jeunes. Donc, il n'y a pas de loi générale et avant de juger, on essaie de comprendre les mots qui sont utilisés par ces hommes et ces femmes. On essaie de comprendre. C'est vraiment une approche qui dit « Arrêtons de formuler des lois, essayons juste de comprendre ». Vous ne pouvez pas vous mettre à comparer les compétences des élèves en matière de raisonnement argumentatif si vous n'essayez pas de comprendre la valeur accordée à l'argumentation dans une société plutôt qu'une autre. C'est ce que cette approche-là veut dire. Et le débat entre positivistes et interprétativistes a mis en relief un enjeu majeur. Si la réalité est subjective et changeante, peut-on jamais formuler des conclusions générales? Mais si on ne peut pas formuler de conclusions généralement applicables, est-ce que l'éducation comparée ne pourra jamais éclairer les décisions?
Dans le fond, c'est un grand défi. En anglais, on dirait un conundrum. Si on ne peut pas formuler de loi générale, on ne peut pas faire de science, selon certaines perspectives. Si on ne peut pas faire de science, on ne peut pas formuler de recommandations, on ne peut pas éclairer les décisions, on ne peut pas prédire ce qui s'en vient. Et c'est là où les post-positivistes entrent en scène. Pour les post-positivistes, il existe une réalité, mais elle varie selon le contexte et selon notre capacité. Attendez. Il existe une réalité qui varie selon le contexte, première règle. Et notre capacité à nous approcher de cette réalité, elle est imparfaite. Et donc, parce que le contexte est changeant et parce que notre capacité à appréhender la réalité est imparfaite, nos conclusions sont donc toujours provisoires. En éducation comparée, l'objectif devient donc de fonctionner à partir d'hypothèses plutôt que de conclusions qui peuvent nous aider à prédire ce qui pourrait arriver dans un contexte précis. Plusieurs théories sont compatibles avec cette approche, mais ceux qui utilisent l'idéal type de Weber, c'est fréquemment utilisé. Les théories de l'économie politique sont aussi particulièrement porteuses pour le post-positivisme. Les méthodes sont souvent hypothético-déductives et je vais vous décrire en particulier, j'aurais pu parler de l'approche de King, mais je vais vous parler de l'approche développée par Michael Holmes, qui est un Britannique, parce que, à mon sens, elle est extrêmement porteuse. Donc, je passe une diapo juste sur l'approche centrée sur le problème de Michael Holmes. Et pour vous la décrire, je vais vous présenter l'exemple, par exemple, l'étude que j'ai menée sur les pays scandinaves qui s'appuyait sur cette approche. Je voulais comprendre pourquoi les pays scandinaves performaient bien dans les classements internationaux des universités per capita, alors que tous les modèles proclamaient que, en fait, les classements étaient dominés par les pays anglo-saxons et que donc, toutes les variables qui expliquaient la production, recherche ou l'excellence vue par des classements devaient donc, la causalité était liée à ce que les pays anglo-saxons, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, avaient mis de l'avant. Je disais, les pays scandinaves font pas mal bien, mais pourtant, ils répondent absolument pas à ce qui est prédit dans les études. Donc, j'ai suivi l'approche de Michael Holmes. La première chose qu'il faut faire, c'est analyser le problème ou intellectualiser le problème. En fait, il faut tout lire sur le sujet. Donc, j'ai, dans mon cas, tout lu sur les classements internationaux, la production de recherche et la société du savoir. Après, il faut formuler des hypothèses générales qui sont issues de la documentation. Dans mon cas, j'ai identifié 8 facteurs qui généralement étaient associés à la production de recherche et j'en ai fait 8 hypothèses. Et après ça, il faut spécifier les conditions initiales, donc le contexte. Et là, Holmes nous donne 4 grands schémas qu'il faut observer. Donc, avant de se rendre dans un pays, il faut tout lire sur ce pays ou tout lire sur ces pays. Et il nous dit, portez attention à l'environnement naturel du monde, le monde physique dans lequel vous allez, parce qu'il y a une influence. Essayez de comprendre les schémas cognitifs, les croyances, les valeurs, les traditions dans cette société-là. Après ça, c'est de comprendre les schémas normatifs qui, selon lui, sont représentés dans la constitution du pays, dans les lois et dans les normes sociales. Après ça, allez voir les schémas institutionnels, quelles sont les politiques, les organisations, les pratiques. Et dans mon cas, évidemment, c'était plus relié à l'enseignement supérieur. Une fois que vous avez spécifié vos conditions initiales, évidemment, idéalement, vous devriez comprendre la langue de ces pays-là, ce que je n'ai pas fait dans mon cas, et ça devient difficile quand on veut inclure plusieurs pays. Et là, après ça, vous faites des prédictions logiques à partir de vos hypothèses dans le contexte. Donc, je vais vous donner la métaphore que j'avais utilisée. Imaginez que le problème, c'est une poignée de boue. OK, je sais que j'imagine qu'en ce moment, je ne vois pas les caméras, mais vous devez être en train de rire. Donc, le problème est une poignée de boue que vous prenez au sol, puis vous la manipulez, puis vous essayez de la comprendre, puis vous essayez d'en faire quelque chose d'intelligible, donc l'intellectualisation. Le contexte, c'est comme une grosse roche qui ne bouge pas, puis que vous essayez de circonscrire. Bon, bien, vous prenez votre problème, qui est votre poignée de boue, puis vous la lancez sur votre contexte. Puis ce qui colle, ça devient vos prédictions logiques. Ça va, dans le fond, devenir ce que vous allez vraiment étudier une fois que vous allez être rendu là-bas. Donc, et ce qui est intéressant de Michael Holmes, c'est qu'il dit, vous devez, comme en statistique, si vous avez fait des stats, vous allez être familier, définir votre hypothèse nulle et votre hypothèse alternative. En gros, là, au lieu de chercher à confirmer ce que vous voulez prouver, essayez de définir à l'avance qu'est-ce qu'il faudrait que vous trouviez dans le contexte pour infirmer votre hypothèse.
toute hypothèse doit être falsifiable. Ça, c'est Poppers. Toute hypothèse doit être falsifiable. Mais si vous voulez prouver quelque chose, vous devez nous dire qu'est-ce qu'il fallait que vous trouviez pour pouvoir infirmer. Et essayez de façon honnête d'infirmer vos hypothèses. Et si vous êtes incapable d'infirmer vos hypothèses, là, vous allez pouvoir les considérer comme provisoirement non infirmées. Donc, toujours vous demandez quelle est l'hypothèse nulle. Qu'est-ce qui fait que vous infirmeriez votre hypothèse? Et l'hypothèse alternative, c'est évidemment celle qui découle de vos hypothèses générales. Et une fois que vous avez fait tout ça et que vous savez exactement ce que vous devez trouver pour infirmer vos hypothèses, là, vous partez dans le pays. Donc, dans mon cas, les 8 hypothèses générales, je les ai jetées sur mon contexte social-démocrate scandinave et ça a donné 49 indicateurs. Et j'ai transformé ces 49 indicateurs en questions d'entrevue et en questions d'un questionnaire. Et j'ai décidé que je rejetterais l'hypothèse nulle seulement s'il y avait convergence parfaite entre les résultats statistiquement significatifs et un niveau de saturation dans les entrevues pour chaque facteur. Et voilà, c'est comme ça. Et là, après ça, je suis parti. Donc, tentez de trouver ce qui infirme votre hypothèse et considérer, si vous la trouvez, si vous ne réussissez pas à l'infirmer, comme provisoirement non démenti ou tentatively undisproven. Voilà. Donc, passons maintenant à l'approche critique. J'espère que je ne suis pas en train de trop dépasser mon temps. Non, c'est pas si pire. Donc, les approches critiques, c'est que, bon, comme pour toutes les sciences sociales en éducation comparée, il y a une perspective qui dit que si on n'étudie pas explicitement les inégalités entre les groupes, les peuples et les nations, on contribue à la reproduction des inégalités. C'est des approches qui disent « vous devez explicitement prendre en compte le fait que toute démarche scientifique est intrinsèquement liée, imbriquée, embedded dans des relations de pouvoir. Et vous devez les mettre au jour, ces relations de pouvoir. » Donc, et dans l'objectif, évidemment, d'une transformation sociale. Donc, l'objectif, mettre entre les mains des acteurs éducatifs des instruments qui vont pouvoir de prise de conscience et d'émancipation. Il y a plusieurs théories pertinentes. Par exemple, si on estime qu'il y a 130 millions de filles d'âge scolaire qui ne vont pas à l'école, ben, une étude des barrières à l'accès selon une perspective féministe pourrait être intéressante. La perspective féministe en éducation comparée permet aussi de relativiser la vision libérale du féminisme occidental et d'engager un dialogue avec d'autres formes de féminisme. Le féminisme tel qu'au Québec ou au Canada, aux États-Unis ou en Europe n'est pas nécessairement celui d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique, donc, ou du Moyen-Orient. Il faut engager ce dialogue-là. Évidemment, en matière de néo-marxisme, il y a plusieurs théories qui rejettent la visée de la modernisation telle qu'imposée par l'Occident, puis qui voient que le capitalisme est plutôt une entrave à l'épanouissement des classes sociales dans leur éducation. Évidemment, l'éducation à l'international est marquée par la domination de certains organismes internationaux comme la Banque mondiale, l'UNICEF, le FMI, et donc il y a plusieurs perspectives des approches qui étudient le néocolonialisme ou des approches qui sont anticoloniales, qui vont justement regarder comment plusieurs initiatives des organismes internationaux sont des initiatives néocoloniales. Une des théories qui est intéressante, c'est aussi la théorie de la dépendance, selon laquelle les pays les plus pauvres sont dans l'obligation de fournir des ressources naturelles ou de la main-d'œuvre bon marché aux pays les plus riches, et ces obligations sont le résultat de l'histoire de la colonisation. Dans le fond, les pays les plus riches ont mis en place des contraintes légales financières qui ont rendu les pays les plus pauvres dépendants. Et donc, en matière d'éducation, c'est une théorie importante parce que le système mondial tend à maintenir certains pays dans un état de dépendance. Des pays de la périphérie, donc on parlait de centre et périphérie, donc des pays de la périphérie peuvent être forcés, parce qu'ils ont des prêts, par exemple, qu'ils doivent rembourser ou peu importe, à utiliser des réformes de pays qui sont au centre ou à acheter des contenus qui ont été produits par le centre. Et ils vont développer des systèmes éducatifs qui reprennent les idéaux du centre, ce qui peut nuire à leur propre développement. Une des conséquences peut être que les éléments les plus brillants vont aller se faire éduquer dans des pays du centre et soit ils vont demeurer là, donc il y a un exode des cerveaux, soit ils reviennent, mais ils perpétuent une domination symbolique et culturelle dans le pays lors du retour. Donc, c'est ce genre de théorie-là.
Puis il y a aussi une théorie de Galton sur l'éducation pour la paix, qui est extrêmement intéressante aussi. Comment un espèce de dialogue entre les peuples peut favoriser finalement une perspective de la paix. Les méthodes sont souvent qualitatives, mais occasionnellement quantitatives, parce qu'il est possible quantitativement de mettre en relief des dominations. Si vous regardez par exemple, si on prenait une perspective critique, puis on prend par exemple l'étude de notre collègue Canisius Kamandi sur le fait que simplement, il y a seulement 15% des élèves qui ont fréquenté une école publique régulière qui accèdent aux études universitaires au Québec, versus 50% de ceux qui ont fait l'école privée, ça serait une méthode quantitative qui met au jour une réalité qui pourrait être examinée selon une perspective critique. Les unités de comparaison, c'est souvent les questions de pouvoir, de reproduction sociale, d'inégalité, l'expérience des groupes marginalisés. Donc, des fois, il y a un lien aussi avec l'expérience, l'approche interprétative. Donc, voilà. Et passons système monde, mais système monde est aussi des fois une théorie elle-même, fait que l'approche, je dirais, je l'appellerais l'approche de la mondialisation. En fait, pendant 2 siècles, l'éducation comparée a été préoccupée par la comparaison de juridictions, des entités nationales ou infranationales indépendantes. Mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus depuis la fin de la guerre froide, on est entré dans un processus d'accroissement de l'étendue et de la profondeur des relations qui transcendent les frontières. Donc, la mondialisation nous force à changer la façon sur laquelle on conçoit la comparaison. Elle nous force à nous pencher non plus sur des unités nationales, mais sur des relations qui s'établissent à travers elles. On se rend compte qu'il s'est créé, puis là, je vais utiliser des termes anglais parce que honnêtement, je n'ai jamais trouvé de traduction française qui font du sens, mais on s'intéresse à des... on se rend compte qu'il se crée des idéoscapes, des policyscapes, des eduscapes. C'est des espaces transnationaux où circulent des idéologies, des conceptions d'un problème, des organisations et des politiques. Pour cette approche-là, il est plus pertinent de suivre le mouvement des idéologies à travers les contextes plutôt que de regarder comment une même idéologie ou une même politique ou une même pratique prend naissance dans le contexte X, Y ou Z, sans réaliser qu'il y a peut-être une réaction en chaîne à travers une même idéologie qui voyage à travers ces contextes. Carney, par exemple, a voulu étudier l'hyperlibéralisme en éducation. Et là, dans la présentation de Martial, on disait, oui, mais est-ce qu'on doit absolument comparer des comparables? Et ça, c'est en termes de comparer des non-comparables, je pense que Carney a fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, ça demande, ceux qui sont en métaux vont dire, mais voyons, ça ne donne même pas de bon sens. En même temps, d'autres vont dire, mais c'est donc bien révolutionnaire. Alors, Carney a voulu étudier l'hyperlibéralisme en éducation, puis analyser comment la même idéologie, donc l'hyperlibéralisme, avait influencé la réforme de la gouvernance universitaire au Danemark, la décentralisation de l'enseignement secondaire au Népal et la réforme curriculaire en Chine. Donc là, vous avez des contextes qui sont à la fois des contextes socio-économiques complètement différents, des contextes culturels complètement différents, mais même des secteurs du système éducatif qui ne sont pas les mêmes. Et dans le fond, lui, ce qu'il voulait voir, c'est comment il y avait des éléments communs, des points de convergence entre toutes ces réformes et motivé et appuyé sur sa vision de l'hyperlibéralisme. Et ce faisant, cette étude-là a contribué à déstructurer le comparatisme traditionnel. En termes de théorie, il y a certaines fois, la mondialisation est vue comme une heuristique, des fois comme une théorie, des fois comme une approche. La même chose pour la supranationalisation, qui explique l'émergence de blocs régionaux, comme l'Union européenne, par exemple. Mais il y a aussi la théorie du système monde qui étudie comment l'évolution historique d'une société est intrinsèquement liée avec ses interactions dans les autres sociétés et sa place dans le système monde. Et évidemment, il y a une théorie particulièrement porteuse qui a été développée par Gita Steiner-Kamsi, une sommité en éducation comparée du Teachers College de l'Université de Columbia. Elle a développé un modèle épidémiologique du transfert de politique. En effet, vous prenez une même politique en éducation, puis si vous regardez, une même politique, mettons la Quality Assessment. Et là, vous regardez, une même politique est développée dans un pays au début parce que ça correspond à des besoins, des vrais besoins locaux, là, une idiosyncrasie locale. Après ça, il y a certains pays qui partagent un contexte semblable et qui se disent « Ah, on devrait peut-être adopter une politique semblable. » Mais ce que le modèle épidémiologique montre, c'est que la propension d'une politique à être adoptée
augmente à mesure que le nombre de pays qu'il a adopté augmente. Désolé pour... en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'au début, elle est justifiée par un discours qui fait référence au contexte local, mais à la fin, les dirigeants des pays disent qu'il faut adopter cette réforme-là parce que tous les autres pays l'ont adoptée. Et ça va amener donc Rita Steiner-Kamsi à développer ce modèle épidémiologique d'adoption d'une politique, d'un transfert de politique. Donc, au début, slow growth, après ça, phase de l'explosion, puis à un moment donné, tout le monde l'a adopté, puis la politique tombe en... C'est de l'acquis, ça tombe en désuétude, puis on passe à une autre. Mais ça, c'est pour vous permettre de comprendre que l'éducation comparée, ce n'est pas juste de comparer des pays, ce n'est pas juste de comparer des juridictions, c'est aussi de comprendre comment une même politique ou une même idéologie traverse les frontières. Et ça nous permet d'avoir une perspective critique par rapport à celle-là, parce qu'à la fin, les pays qui ont adopté cette réforme-là l'ont fait parce que tout le monde l'a fait, pas parce que c'est pertinent pour leur propre contexte. Donc, ça nous permet de mettre en relief l'interdépendance entre des acteurs transnationaux aussi. Je reviens à ça parce que l'éducation comparée, par exemple, une organisation intergouvernementale, comme l'UNICEF, pourrait financer une ONG d'un pays X qui ouvre une école dans un pays Y. L'éducation comparée, si on se borne à étudier comparer des frontières, des juridictions, on ne sera pas capable de voir le mouvement transnational qui est en train de s'établir au niveau du système monde. Bref, c'est cette approche-là. Je termine là-dessus.